Parfait. Donc, bienvenue à toutes et à tous en si grand nombre ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir à l'occasion du lancement de cette consultation publique sur le projet de plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 intitulé Montréal, objectif zéro déchet. Alors, je salue également toutes les personnes qui suivent la séance grâce à la web-diffusion. Donc, je me présente, je suis Valérie Patreau, je suis conseillère d'arrondissement à Outremont et je suis la présidente de cette commission. Donc, je vais tout d'abord demander aux membres de la commission de bien vouloir se présenter, en commençant à ma droite. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la session. J'espère que ça va être très intéressant. On a beaucoup de plaisir d'avoir la présentation du service de l'environnement. Alors, j'espère que vous le trouverez aussi intéressant. J'aimerais faire un chaleureux bienvenue à 2 citoyens de la ville de Bay d'Urville qui ont sorti de loin de l'ouest de l'île pour être ici ce soir. Alors, dans le petit coin à l'arrière, bienvenue. Merci. Alors, allez-y. Bonsoir tout le monde, Jérôme Normand, je suis conseiller de ville dans un de ces quartiers-villes. Bonsoir à vous tous et toutes, bienvenue. Moi, je m'appelle Josefina Blanco et je suis conseillère d'arrondissement dans le plateau Mont-Royal. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Gilles Desil, je suis conseiller d'arrondissement dans Pointe-aux-Trembles. Merci. Alors, à ma gauche. Merci, Madame la Présidente. Francesco Miele, élu de la Ville de Montréal à l'arrondissement Saint-Laurent du district Côte-de-Liesse et vice-président de cette commission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement pour le district Pointe-aux-Prairies. Bonsoir à toutes et à tous. Fanny Magini, conseillère d'arrondissement dans Outremont. Bonsoir. Catherine Clément-Talbot, conseillère de ville à Pierrefonds-Roxborough, district du Cap-Saint-Jacques. Alors, merci à toutes et à tous. Je tiens à mentionner que Madame Toutineau est la seconde vice-présidente de la commission également. Alors, on souhaite également excuser l'absence de nos collègues ce soir, Madame Maëva Villain, qui est conseillère d'arrondissement au plateau Mont-Royal, et Monsieur Philippe Roy, qui est le maire de la ville de Ville-Mont-Royal. Donc, il ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Je salue également donc, les représentants du service de l'environnement qui ont mené à bien la préparation du projet de plan directeur et qui sera donc présenté ce soir. Il s'agit alors tout d'abord de Monsieur Roger Lachance, le directeur du service de l'environnement, Monsieur Arnaud Boudka, directeur de la gestion des matières résiduelles, Madame Paula Oura, chef de division collecte, transport et matières résiduelles à la direction de la gestion des matières résiduelles. Il y a également avec nous Monsieur Samleux. Il me semble que je l'ai vu. Oui, pardon. Chef de section planification et développement de la gestion matières résiduelles à la même division. Et Madame Sylvie Maillère-Fauchot, conseillère en aménagement dans la même équipe. Je souhaite également la bienvenue aux représentantes de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui sont présentes parmi nous ce soir. Alors, il y a Madame Céline Remilly, qui est conseillère en recherche et environnement à la CMM, et Madame Suzy Pitt, coordinatrice exécutive à la planification du territoire métropolitain. Donc, merci d'être avec nous toutes et tous présents ce soir. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez, le mandat de consultation publique sur le projet de plan directeur de gestion des matières résiduelles a été confié à notre commission par le conseil municipal et le conseil d'agglomération en octobre dernier. Ce projet, qui vise à tracer la voie pour faire de Montréal une métropole zéro déchet d'ici 2030, propose la mise en œuvre de stratégies audacieuses visant à réduire, collecter, recycler et réglementer les matières résiduelles générées à Montréal pour assurer un voisinage propre, un environnement sain et une performance environnementale exemplaire.
Je vous rappelle qu'en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, toute municipalité régionale au Québec doit élaborer et maintenir en vigueur un plan de gestion des matières résiduelles. Dans la région de Montréal, c'est la CMM qui a la responsabilité d'élaborer le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, dont la version actuelle est en vigueur depuis 2015. Dans l'objectif de proposer une solution globale aux crises périodiques qui affectent l'industrie du recyclage et de refléter l'augmentation des préoccupations citoyennes concernant l'environnement, ce plan métropolitain a tout récemment fait l'objet d'un projet de modification soumis à une consultation publique, à laquelle vous avez peut-être d'ailleurs déjà participé. Le présent projet de plan directeur vise à permettre à l'agglomération de Montréal de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce plan métropolitain sur son territoire. Il est donc cohérent avec les grandes orientations retenues à l'échelle régionale. Ce soir, s'amorce une consultation qui donnera maintenant la parole à vous, citoyens et citoyennes de Montréal, organismes et partenaires intéressés et de toute l'agglomération de Montréal. Vous êtes invités à enrichir la réflexion et à donner votre avis au sujet des actions proposées dans ce projet de plan directeur, de manière à ce que l'agglomération de Montréal puisse adopter au printemps prochain une version finale du plan directeur qui permettra de relever les nombreux défis qui se posent dans le domaine de la gestion des matières résiduelles dans notre contexte actuel. Donc, concernant le processus en cours, l'Assemblée de ce soir constitue la première étape du processus de consultation publique. Si vous le souhaitez, vous aurez l'occasion, après les présentations prévues à l'ordre du jour, de poser des questions d'éclaircissement ou encore de formuler vos premiers commentaires. Au cours de la deuxième étape de ce processus de consultation, vous pourrez nous faire part de votre point de vue de manière plus approfondie. Nous tiendrons en effet en janvier 2020 4 assemblées publiques d'audition des mémoires. Pour y participer, vous devez préalablement vous inscrire en remplissant le formulaire disponible sur la page web consacrée à la consultation à l'adresse qui apparaît sur les écrans. Vous avez jusqu'à mercredi prochain, le 4 décembre, pour le faire. Nous parlons ici très formellement de mémoire, mais sachez que toute opinion, quelle qu'en soit la forme, est la bienvenue. Considérant que les femmes et les personnes issues des minorités sont généralement sous-représentées dans les exercices de consultation à la Ville de Montréal, la Commission invite tout particulièrement ces personnes à lui présenter leur avis, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou les deux. Nous soumettrons également à la population montréalaise, au cours de cette deuxième étape, un questionnaire en ligne visant à prendre la mesure des efforts que chacune et chacun de vous êtes prêts à faire pour contribuer à l'objectif de réduction à la source que nous nous sommes fixés. Nous vous invitons à rester à l'affût en consultant régulièrement la page web consacrée à cette consultation. Je vous rappelle enfin que cette consultation a été annoncée par des avis publics parus dans 2 quotidiens montréalais en français et en anglais et par le biais des médias sociaux. Un communiqué de presse a été diffusé et une invitation a aussi été adressée à plusieurs centaines de personnes et d'organismes. Par ailleurs, les 2 documents qui vous seront présentés ce soir par les représentantes et représentants de la ville ont été mis à la disposition de la population dans l'ensemble des bureaux Accès Montréal, des mairies des villiers, des bureaux d'arrondissement, ainsi qu'en ligne sur le site web des commissions permanentes. Donc avant d'aller plus loin, la commission doit d'abord adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir. Et comme vous pouvez le constater, 2 présentations sont prévues ce soir. Donc d'abord une brève présentation du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles par la CMM, puis la présentation de la stratégie et du plan d'action proposé dans le PDGMR. Donc on va tout de suite noter l'acronyme PDGMR puisque c'est pour le plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal. Alors, ça va me prendre une personne pour proposer, appuyer cet ordre du jour. Donc, Madame Blanco, et on va y aller avec Monsieur Miellé, appuyé par Monsieur Miellé. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet. J'invite maintenant, en fait, ça va être les personnes de la CMM à commencer
la présentation. Oui. Monsieur Lachance, vous souhaitiez entamer, un court mot. Faire une brève introduction. Alors, Très court. Je vous en prie, allez-y, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, écoutez, c'est un privilège pour nous de venir vous présenter le PDGMR, ou la nouvelle mouture du PDGMR. Ça fait très longtemps que l'équipe travaille là-dessus et j'en profite pour remercier l'ensemble des membres de l'équipe du service d'environnement pour le très bon travail qui était fait, mais aussi tous les partenaires internes et externes aussi qui ont pu déjà mettre la main à la pâte un peu là, pour en venir à cette nouvelle mouture-là. Donc, sans plus tarder, la présentation, en fait, elle va se faire en 2 temps. On est très content d'avoir nos collègues de la CMM ici qui vont débuter la présentation. Et c'est Mme Rémilly qui va faire la présentation pour la CMM. Et M. Budka va faire la partie pour la Ville de Montréal. Alors, merci beaucoup. Parfait, merci. Alors, la parole est à vous. Donc, merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de la Commission, merci. Je m'excuse si vous pouvez juste... pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est parfait. Merci pour l'invitation. Nous sommes ravis d'être ici ce soir pour vous présenter succinctement le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la communauté métropolitaine de Montréal. Pour commencer, la communauté métropolitaine de Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités représentant près de 4 millions d'habitants, soit 50% de la population du Québec, sur une superficie totale de plus de 4000 km². Sur notre territoire, nous retrouvons également 2,19 millions d'emplois, soit aussi l'équivalent de 50% des emplois du Québec. La CMM a différentes compétences, dont celle de planifier la gestion des matières résiduelles sur son territoire. Selon la loi sur la qualité de l'environnement, la CMM doit élaborer et maintenir en vigueur un plan de gestion des matières résiduelles conforme aux exigences de la loi et aux objectifs gouvernementaux. C'est la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son plan d'action. Le dernier en vigueur est celui de 2011-2015 qui édicte les objectifs à atteindre. Une approche graduelle, car la CMM a été créée en 2001. Le premier plan de gestion des matières résiduelles a été adopté en 2006. Celui-ci avait pour principal objectif les matières recyclables et l'implantation de la collecte des matières recyclables sur l'ensemble de notre territoire. Le deuxième PMGMR, qui est actuellement en vigueur, qui est entré en vigueur en 2017, s'attaque à l'objectif des matières organiques et plus spécifiquement au déploiement de la collecte des matières organiques sur tout le territoire, dans le but de détourner les matières organiques de l'enfouissement. Le troisième PMGMR, parce qu'on y pense, les travaux de révision s'amorceront prochainement, dans les prochains mois, prochaines années. L'enjeu de ce troisième PMGMR sera sans doute la réduction. Il faut réduire pour diminuer au maximum les quantités de résidus ultimes à traiter. Pourquoi? Car le seul lieu d'enfouissement technique qui se trouve sur le territoire métropolitain situé à Terrebonne arrivera à pleine capacité dans un horizon de 10 ans. Donc c'est important de réduire pour avoir une quantité minimale de résidus ultimes à traiter. Un plan avec des objectifs. Le plan actuel a comme objectif d'atteindre 70% de recyclage des matières recyclables, également d'atteindre 60% de recyclage des matières organiques et de tendre vers le zéro enfouissement en 2025. Cette vision donc repose sur ces éléments-là de recyclage des matières organiques, des matières recyclables et aussi de valorisation, mais au préalable et dans le respect de la hiérarchie des 3 RV, il ne faut pas oublier qu'il faut en priorité réduire et réemployer quand c'est possible.
Notre plan compte 6 enjeux et 7 orientations. Au niveau des orientations, la première est de respecter la hiérarchie des 3 RVE en mettant l'emphase sur la réduction à la source et le réemploi. Autre orientation, c'est de contribuer à la réduction des émissions de GES en se dotant sur une base régionale d'infrastructures de traitement des matières résiduelles. Également de contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux et d'informer, sensibiliser et éduquer les citoyens et les industries, commerces et institutions. Au niveau des mesures, 28 mesures sont proposées. Elles tiennent compte des résultats obtenus au moment de la rédaction du plan et également de la capacité de traitement des infrastructures de notre territoire. Le choix des moyens utilisés pour mettre en œuvre ces mesures est laissé aux autorités compétentes, que ce soit une municipalité ou une MRC ou une agglomération. Donc 28 mesures, il y en a 21 qui sont sous responsabilité municipale et 7 sous responsabilité métropolitaine. Je vais vous présenter plus spécifiquement ces mesures-là. Donc nous avons 7 mesures qui concernent la réduction à la source et le réemploi. Une de ces mesures est de promouvoir les pratiques de réduction à la source concernant les matières organiques. Et pour ceci, on parle du feuillicyclage, de l'herbicyclage ou aussi de travailler sur le gaspillage alimentaire. Autre mesure, mieux connaître et diffuser les activités de réemploi et de réduction à la source réalisées par les organismes qui œuvrent en économie sociale. Autre mesure, adopter le règlement interdisant certains sacs de plastique et aussi favoriser et encadrer la récupération des textiles. Au niveau des matières organiques, il s'agit principalement d'optimiser la collecte qui est déjà en place, également d'assurer une desserte des ICI, industries, commerces et institutions, qui sont assimilables en termes de qualité et de quantité aux matières résidentielles. Également, d'implanter des équipements de récupération dans les aires publiques et les bâtiments municipaux. Pour les matières organiques, la principale mesure, c'est d'offrir la collecte porte-à-porte des matières organiques dans les habitations de 8 logements et moins. Comme pour les matières recyclables, c'est de s'assurer également de la desserte des ICI assimilables en termes de qualité et de quantité des matières résidentielles. Également, implanter des équipements de récupération dans les aires publiques et les bâtiments municipaux pour les matières organiques. Un autre volet au niveau des matières organiques, c'est ce qui touche les boues. Il faut aussi s'assurer qu'il y ait une vidange systématique des fosses septiques et également que les boues valorisables soient acheminées vers des filières de recyclage appropriées. 3 mesures pour les CRD, donc, qui visent les résidus de construction, rénovation et démolition. Également pour les résidus domestiques dangereux. Ici, on parle d'acheminer les résidus valorisables de CRD vers une filière de récupération. On parle aussi d'offrir un service adapté aux besoins locaux pour les RDD. Au niveau de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation, 2 mesures, une à responsabilité municipale, une autre à responsabilité métropolitaine, c'est de tenir au minimum une fois dans l'année des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation auprès de tout public, que ce soit les citoyens ou les ICI, sur un thème en lien avec la gestion des matières résiduelles. Pour le suivi et le contrôle, ce sont 4 mesures qui sont de compétences métropolitaines. L'une d'entre elles porte sur la mise à jour de notre portrait métropolitain des émissions des GES qui est lié à la gestion des matières résiduelles. Autre chose aussi, c'est d'enrichir la connaissance liée en GMR et aussi d'en faire la diffusion auprès du grand public. Et nous avons aussi une mesure de suivi et de contrôle en lien avec le déploiement des mesures par les municipalités chaque année.
Comme vous l'avez mentionné, un projet de modification du plan est en cours. Ce processus a été réalisé dans le but de renforcer et de bonifier le PMGMR et de préciser certaines orientations de la CMM sur différents points. Les grands éléments discutés dans ce projet portent sur l'importance de réduire les quantités de contenants, emballages et imprimés afin de diminuer les quantités mises en marché puis traitées par les systèmes de gestion des matières résiduelles. Autre point, revoir les rôles et les responsabilités des organismes dans la perspective d'allonger la liste des produits assujettis à la responsabilité élargie des producteurs, donc de plus tendre vers une responsabilité élargie des producteurs, plutôt que sur une responsabilité financière des entreprises comme c'est le cas actuellement. Également, réduire l'utilisation du plastique et l'usage des articles à usage unique. Moderniser la collecte sélective et évidemment moderniser la consigne aussi, et ça en élargissement la consigne aux contenants, que ce soit de boissons alcoolisées ou non, de verre, de métal ou de plastique, et ce en fonction du contenant et non du contenu. Moderniser les centres de tri pour assurer un meilleur contrôle et une meilleure traçabilité des matières qui sortent des centres de tri. Tout ça dans le but d'avoir une meilleure qualité qui permettrait une recyclabilité à une plus haute valeur et aussi de développer une économie circulaire à l'échelle du Québec. Finalement, intensifier les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation pour garder la confiance de la population qui a été mise à mal dernièrement, vu les dernières actualités des derniers mois. Donc, pour finir, je vais résumer en disant qu'il faut réduire, mieux recycler et informer. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, merci pour cette présentation. Là, on avait la CMM qui présentait les grandes lignes de son plan. J'invite maintenant M. Arnaud Boudka, directeur de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Montréal, à débuter donc la présentation du projet de plan directeur pour lequel nous sommes tous et toutes intéressés ce soir. Alors, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me donner la parole ce soir. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion de présenter le fruit d'un travail, comme M. Lachance l'a partagé, assez intense, avec un plan qu'on va présenter ce soir qui est bien sûr en toute cohérence avec les orientations qui viennent de nous être présentées par la Commission métropolitaine de Montréal. En tout premier lieu, avant de présenter le plan, il était important de faire un état des lieux, un état de situation de la gestion des matières résiduelles actuellement sur le territoire de l'agglomération. Depuis 2010, date du précédent plan directeur de gestion des matières résiduelles, la récupération des matières a augmenté de 24%, ce qui est proportionnel à évidemment ce qui a été évité à l'enfouissement. En parallèle, on a eu une réduction de la quantité générée sur le territoire. Cette réduction est documentée sur la période 2010-2018 à moins 8%. Il est important de noter que cette réduction vient contrebalancer les effets de l'économie et de la démographie. C'est-à-dire que si on intègre le moins 8% est en fait une valeur absolue. Si on intègre l'effet qu'aurait dû avoir la démographie, donc l'augmentation de la population, ainsi que la croissance des activités économiques sur la quantité générée, la réduction réelle est d'à peu près moins 13%, comme illustré dans le petit schéma en bas à droite. Un portrait un peu plus détaillé pour montrer quels étaient les leviers qu'on avait sur la prochaine période pour intervenir et améliorer la performance environnementale de gestion des matières résiduelles sur le territoire de l'agglomération. Le premier constat, actuellement, la génération globale de matières résiduelles représente à peu près 930 000 tonnes sur le territoire. De ces 930 000 tonnes, 47% sont aujourd'hui recyclés ou valorisés et valorisés, tout flux confondu, c'est-à-dire que ce soit les matières organiques, les matières recyclables ou les résidus de construction, rénovation, démolition, comme évoqué plus tôt. Les 53% restants
sont composés actuellement, pour la majorité d'entre eux, de matières organiques, soit 55% des matières éliminées sont aujourd'hui constituées de matières organiques. Ça montre ici le levier et la priorité qui doit être donnée aux matières organiques dans le plan directeur de gestion des matières résiduelles sur la période à venir. Ça rejoint encore une fois une des cibles qui vient d'être évoquée par la communauté métropolitaine de Montréal. Le deuxième flux le plus important, constitutif des matières encore éliminées, est les matières recyclables, à hauteur de 20%. En parallèle, ce qu'on peut constater, c'est que notre performance vis-à-vis des cibles données par le ministère de l'Environnement sur les taux de détournement sont proches des cibles, en dehors des matières organiques, encore une fois, où actuellement notre taux de détournement est bien inférieur à la cible de 60%. On a dû prendre en compte un certain nombre d'enjeux à l'intérieur des actions qu'on va vous présenter un peu plus tard, qui est important de présenter, qui sont des enjeux spécifiques au territoire de l'agglomération de Montréal. Le premier d'entre eux, c'est la variabilité ou l'hétérogénéité du cadre bâti. On est aujourd'hui dans une agglomération dans laquelle 50% des habitations sont des habitations unifamiliales, ce qui est unique en Amérique du Nord. L'autre élément, c'est que sur les 49% restants, on a 63% qui sont des 8 logements et moins et 37% qui sont des 9 logements et plus. Donc on a une grande variabilité de cadre bâti avec toute la difficulté que ça génère en termes d'outils ou de modalités pour faciliter le tri et la valorisation des matières. L'autre élément qui est inhérent à les activités de gestion des matières résiduelles, c'est la variabilité des flux à collecter. Donc évidemment les matières recyclables, les résidus alimentaires, les résidus verts, les résidus de construction, rénovation, démolition, les ordures ménagères, en bordure de rue bien sûr, mais via des points d'apport volontaires. On peut penser en particulier aux écocentres, qui amènent des circuits de collecte et donc des trajets optimisés qui sont aussi variés que le nombre de flux, vers des centres de traitement dont on a parlé un peu plus tôt, qui sont eux aussi très variés. Vous avez ici une idée du nombre de centres vers lesquels il faut orienter ces différents flux. Donc il y a une optimisation de la logistique qui est importante. Les autres enjeux, quelques-uns ont déjà été évoqués plus tôt. On a un enjeu de marché actuellement sur les matières recyclables. Je pense que encore aujourd'hui, on a eu des nouvelles en lien avec cette crise et cette situation difficile qui fait que toutes les matières qui trouvaient des filières de valorisation à l'export, en particulier en Chine, ont vu des enjeux pour trouver des filières de valorisation avec une augmentation conséquente du coût de tri du fait de la diminution de la valeur des matières qui étaient triées. Le deuxième élément est un élément de coût. On est aujourd'hui dans un contexte où c'est une activité très spécialisée avec des situations fréquentes de fournisseurs uniques, avec des enjeux d'augmentation de coûts récurrentes, difficilement maîtrisables actuellement. Le troisième a été évoqué un peu plus tôt par la communauté métropolitaine de Montréal, qui est l'enjeu de capacité de traitement et d'élimination. En effet, le centre de lieu d'enfouissement technique de Terrebonne a annoncé la fermeture de ses portes dans 10 ans. C'est vrai. 10 ans, c'est aussi le temps requis pour développer une filière d'élimination, considérant les enjeux d'identification d'un site et toutes les consultations publiques et d'audiences publiques qui sont requises pour ce type d'infrastructure. On a enfin un enjeu de complexité que j'ai illustré un peu plus tôt sur la variabilité ou le grand nombre de parties prenantes autour de la gestion des matières résiduelles. On parle ici du comportement citoyen, on l'a évoqué un peu plus tôt, mais pas uniquement. On parle aussi des générateurs, des manufacturiers, et on parle aussi des filières aval de valorisation. Une petite illustration de la situation des matières recyclables avec des figures qui sont assez parlantes. La courbe de droite qui représente l'évolution de l'export de matières plastiques vers la Chine dans le temps. On peut voir la chute marquée, qui est la courbe verte, de ces exportations. La droite représente les fibres, donc papier, carton, et on voit que ça suit à peu près la même tendance. Comment ça se traduit? Ça se traduit par une baisse moyenne de la valeur des matières recyclables qui était de 150 $ et plus en 2017, en janvier 2017, et qui est aujourd'hui à moins de 20 $ la tonne. Donc on voit l'enjeu économique que ça peut générer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, le coût de la valorisation est de plus en plus cher. Ici, une petite figure qui illustre sur le territoire de la ville et pas le territoire de l'agglomération, c'est important de le mentionner, les coûts des différentes composantes du coût global de gestion des matières résiduelles sur le territoire.
Les deux courbes, la courbe la plus basse, c'est aussi assez révélateur, est le coût de l'élimination. Aujourd'hui, parmi tous les coûts à la tonne, le coût le plus bas est le coût de l'élimination, ce qui amène évidemment une difficulté économique à détourner les matières de l'élimination. Les deuxièmes courbes représentent le coût de la collecte. Ce qu'on peut voir, c'est que la collecte à la tonne ou à la porte a des valeurs qui restent stables dans le temps. Donc l'enjeu économique n'est pas lié au coût de la collecte. Par contre, la courbe la plus haute est la courbe de l'évolution du coût de la valorisation des matières. La montée marquée de ces coûts est documentée par la valeur des matières recyclables dont je viens de parler. Ce qui donne un coût moyen total de la gestion des matières résiduelles qui augmente dans le temps, c'est la courbe en bleu, évidemment qui augmente proportionnellement au taux de détournement. Donc on voit que depuis 2014, le taux de détournement n'a cessé d'augmenter avec une augmentation des coûts qui s'explique par les informations que je viens de partager. Dans ce contexte-là, l'orientation qui était importante, le virage qui était important à prendre, c'est de tendre vers le zéro déchet. On voit les coûts de détournement de la valorisation qui augmentent. Pour avoir une maîtrise de ces coûts, détourner les matières ne sera pas suffisant. Il faut réduire aussi les quantités qui sont générées, d'où l'orientation qui est donnée pour 2030 d'être une agglomération zéro déchet. Cette vision est aussi en totale cohérence avec ce qui est ressorti des consultations qui ont eu lieu dans le cadre de Rêvons Montréal 2020-2030, avec une priorité donnée au zéro déchet qui est ressortie comme une priorité majeure. C'est aussi en totale cohérence avec les engagements pris par l'agglomération de Montréal dans le cadre du C40 qui donnait l'orientation de tendre vers le zéro déchet en 2030 avec différents objectifs qui ont été intégrés mais qui ont été challengés dans le cadre de ce plan directeur. Comment ça se traduit en termes de cibles claires sur l'échéance du plan directeur? Aujourd'hui, on va dire l'année prochaine, on sera plus ou moins à 50-50, on va le dire comme ça. On est aujourd'hui à 47, on a bon espoir d'aller gagner 3 points de plus d'ici un an. Avec un taux de génération de matière sur le territoire de 900 000 tonnes annuellement. En 2025, la cible est de détourner 70% des matières générées de l'enfouissement, avec une cible de 2030 qui est de détourner 85% des matières de l'enfouissement, ce qui correspond à une vision zéro déchet. En effet, on a toujours une base de matière qui ne pourra jamais être valorisée. Dans le plan, on a également cherché à tirer plusieurs bénéfices. Le premier d'entre eux, partagé encore une fois par la communauté métropolitaine de Montréal tout à l'heure, la diminution des gaz à effet de serre en lien avec la gestion des matières résiduelles. On parle notamment du transport. Comment ? En diminuant les kilomètres parcourus, on parlera un peu plus tard des infrastructures qu'on prévoit de déployer sur le territoire, en modifiant les outils de collecte pour les rendre moins émissifs en termes de gestion en termes de gaz à effet de serre, et en exigeant sur nos contrats un plan de réduction des gaz à effet de serre à l'intérieur de la durée des plans. On veut aussi, bien sûr, contribuer à la transition écologique en visant le zéro déchet, avec une priorité donnée aux 3 RVE, je ne reprends pas l'acronyme qui a été décrit un peu plus tôt, et avec une cible particulière sur le gaspillage alimentaire. On reviendra un peu plus tard sur la raison de cette cible. Sur la droite, vous pouvez voir qui est un des éléments. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire vient impacter le revenu des citoyens d'à peu près 3 500 $ par année. Ce qui nous amène au troisième bénéfice qu'on a cherché à l'intérieur de ce plan, qui est de maximiser le bénéfice pour la population. Les cibles de réduction à la source n'ont pas qu'un objectif contraignant, il y a aussi un objectif bénéfique derrière chacune des orientations qui est proposée. Évidemment, à travers toutes les actions, on cherche aussi à améliorer l'environnement pour le rendre le plus sain et le plus durable possible. Enfin, le bénéfice et surtout le rôle exemplaire qu'on devait avoir était de cibler des actions permettant de faire de Montréal une ville exemplaire et innovante en gestion des matières résiduelles. Comment ? En stimulant l'économie circulaire sur le territoire, bien évidemment, mais pas uniquement. En investissant également sur des infrastructures performantes et innovantes. En effet, l'industrie du recyclage va générer en moyenne 10 fois plus d'emplois que l'industrie de l'élimination.
On va aussi travailler énormément sur les campagnes d'information, sensibilisation et éducation, telles que mentionnées également précédemment. Pour ça, on a 6 catégories d'actions sur lesquelles on pouvait avoir des leviers. Donc la réduction à la source, bien sûr, les matières organiques, on en a parlé, les matières recyclables, les résidus de construction-démolition, la stimulation de la participation citoyenne, de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation, mais aussi un travail plus prospectif sur les filières de valorisation aval, on a parlé de cet enjeu-là, en innovant et en intégrant la situation de marché qu'on partage aujourd'hui dans les orientations de choix des filières de valorisation, voire d'élimination des matières. À l'intérieur de ce plan, il y a une 50aine d'actions. On ne va pas toutes les passer en revue ce soir, ça serait un petit peu laborieux. Cependant, on a identifié 3 priorités pour atteindre le zéro déchet qui sont les plus contributrices à cet objectif. Le premier, la réduction à la source, avec une cible de réduction de 10 kg par habitant et par année sur la durée du plan. Évidemment, la réduction à la source répond à plusieurs enjeux qui ont déjà été partagés précédemment, donc je ne redétaille pas. Le détournement des matières organiques de l'enfouissement. Pourquoi? Tel que présenté précédemment, c'est le principal flux encore éliminé aujourd'hui. Donc c'est celui sur lequel il y a le plus de leviers. D'autre part, on a déployé sur le territoire de la ville, en particulier de Montréal, 100% de la collecte des matières organiques dans les 8 logements et moins. Aujourd'hui, ces outils, ces actifs sont à déployer pour détourner le plus possible de matière sur la base de ces actifs. La troisième priorité, c'est de mobiliser les parties prenantes. Pourquoi? Il y a une variabilité, une grande importance de parties prenantes, on l'a vu précédemment. Il est important qu'on travaille tous dans le même sens pour atteindre ces cibles ambitieuses. Il faut partager les cibles, les orientations, les décisions pour aller dans ce même sens. Le deuxième, pourquoi mobiliser les parties prenantes aussi? Sur des flux qui sont déjà assez matures. On parle des matières recyclables, des résidus de construction, rénovation, démolition. Comme je l'ai dit précédemment, on est très proche des cibles provinciales de détournement. Les quelques points qui restent encore à aller chercher sont souvent les plus difficiles et nécessitent des actions conjointes avec des parties prenantes. Enfin, Montréal veut s'engager pour être actrice du changement et donc stimuler toutes les filières qui pourraient être requises pour favoriser les filières de valorisation. On va passer au travers de chacune de ces priorités avec un peu plus de détails sur les actions concrètes qui sont prévues à l'intérieur du plan, avec 3 petits bonus à la fin pour compléter les priorités. La première cible, la réduction à la source. Comment est-ce qu'on va atteindre notre réduction de 10 kg par habitant et par année? La première cible est de mettre fin à l'utilisation des plastiques non valorisés et autres matières à usage unique. Comment? Via un encadrement réglementaire. On parle ici effectivement d'encadrement réglementaire et pas uniquement d'interdiction, c'est important de le souligner. Vancouver récemment a pris des orientations sur ce sujet qui intègrent plusieurs types d'outils réglementaires pour favoriser la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique et contenants. La deuxième priorité, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est la réduction du gaspillage alimentaire, avec une cible de réduire ce gaspillage de 50% à l'échéance du plan 2025. La troisième action prioritaire est de faciliter le don et la valorisation des textiles, avec 2 leviers. Une interdiction de l'élimination des invendus et des refus de production de l'industrie et des commerces du textile, pour évidemment disposer de la matière de bonne qualité permettant d'avoir des filières de valorisation intéressantes. L'autre est d'encadrer réglementairement le déploiement des boîtes à dons, qui est toujours un petit peu un enjeu territorial. La dernière action prioritaire est de mobiliser la communauté. Comment? Via des représentations dans différents événements et initiatives promouvant le zéro déchet et via des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation. Un élément qui est mentionné également ici, à l'intérieur du plan, il n'est pas prévu d'appliquer une écofiscalité, il est par contre prévu d'étudier les modalités, les outils d'écofiscalité qui pourraient avoir une performance pour une prochaine période. Deuxième priorité, le détournement de l'ensemble des matières organiques de l'enfouissement. Il est prévu une cible en 2025 de 60%, qui est une cible qui est déjà atteinte par ailleurs dans d'autres municipalités, donc qui est tout à fait atteignable, et une cible en 2030 de 100%. Comment? En incitant au bon geste de tri. On en a parlé tout à l'heure, on a un cadre bâti qui est très varié.
pour inciter au bon geste de tri, il faut mettre à disposition des citoyens, quel que soit le cadre bâti dans lequel ils évoluent, un outil de collecte adapté. Donc il va y avoir plusieurs, et des fréquences de collecte également adaptées. Il va y avoir plusieurs essais qui vont être faits dès 2020 pour justement être en mesure de planifier le déploiement des outils de collecte adaptés au cadre bâti et à sa variabilité. Le deuxième levier est de déployer des infrastructures modernes pour le traitement des matières organiques qui vont permettre d'avoir des extrants de qualité, parce qu'il est important, on demande un geste de tri aux citoyens, il est important de montrer que ce geste de tri a une valeur ajoutée sur le territoire, avec la production en particulier de compost qui pourra être tout usage, et de gaz naturel renouvelable qui sera directement injecté dans le réseau de gaz naturel. L'autre élément, l'autre action prioritaire est le déploiement de la collecte des matières organiques dans les 9 logements et plus, avec une cible de 100% de desserte en 2025. Pour mémoire, on ne parle plus des 8 logements et moins, puisque aujourd'hui, ils sont déjà entièrement desservis sur le territoire. La quatrième action prioritaire est le déploiement de la collecte des matières organiques dans les écoles, avec une cible aussi de 100% en 2025, un déploiement qui sera initié très prochainement, qui a déjà été initié d'ailleurs. Pourquoi la cible vers les écoles? C'est l'effet de levier que les écoles peuvent avoir en termes de sensibilisation et d'éducation. La dernière action prioritaire, c'est l'interdiction progressive sur la durée du plan directeur de l'élimination des matières organiques pour les commerces et épiceries, avec une priorité aux gros générateurs. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des actions qui sont faites ponctuelles pour détourner les matières organiques qui ne peuvent plus être commercialisées de l'enfouissement. Il y a encore de gros efforts à faire à ce niveau-là. La troisième priorité qui a été annoncée, la mobilisation des parties prenantes. Il s'agit ici de promouvoir le principe de responsabilité élargie du producteur, tel que mentionné précédemment, encore une fois, par la communauté métropolitaine de Montréal. La première action sera de partager avec notre palier de gouvernement supérieur l'ensemble des réalités de coûts et de tonnage en toute transparence pour que la réalité de la compensation soit comprise et entendue. Le deuxième est d'intégrer une clause exigeant la récupération des résidus de rénovation, construction, démolition lors de l'émission de permis sur le territoire de l'agglomération. Le troisième, c'est d'analyser les modes de gestion existants pour prendre en compte les réalités de marché. On parlait entre autres de la baisse de valeur des matières triées. Le dernier, c'est de soutenir des projets de recherche dans le but de valoriser plus efficacement les matières résiduelles. On parle ici de différentes filières. Il y a des filières de valorisation thermique qui sont aujourd'hui en développement. Leur niveau de maturité, le niveau de solution qu'ils pourraient apporter reste à étudier. C'est important qu'on accompagne ce mouvement-là pour répondre à l'enjeu évoqué plus tôt sur les filières d'élimination. Au niveau de l'exemplarité municipale, on a également un certain nombre d'actions cibles. L'interdiction de la vente et de la distribution des bouteilles à usage unique dans les bâtiments municipaux et lors des événements publics de la ville. Le deuxième qui est de moderniser et d'augmenter le nombre de fontaines à eau. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas d'un côté réduire l'accès à l'eau et de l'autre ne pas donner cet accès. D'étendre le service des collectes de matières organiques et des matières recyclables à l'ensemble des bâtiments municipaux, là où ce n'est pas encore disponible, et d'accroître la récupération des résidus de construction, rénovation et démolition lors de la déconstruction via l'ajout de clauses en lien avec cet objectif à l'intérieur des contrats qui vont être octroyés par la ville. Au niveau de la collecte des matières recyclables, on en parlait un peu plus tôt, on est proche des cibles. Il y a encore quelques points pour aller chercher des taux de détournement supplémentaires. La première action, c'est d'établir des normes de récupération des matières recyclables hors foyer. Donc là, c'est de cibler le hors foyer qui est aujourd'hui non desservi pour aller chercher des matières qui aujourd'hui ne sont pas collectées. Le deuxième, c'est de favoriser les services de collecte à l'ensemble des ICI. On en a parlé un petit peu plus tôt, ce n'est pas toujours facile. Comment est-ce que la ville peut accompagner les ICI pour favoriser leur implantation de voies de collecte des matières recyclables? Et le dernier, c'est d'encadrer la collecte des matières recyclables dans le cadre des événements occupant le territoire public. Le dernier gros axe sur lequel on voulait insister ce soir,
c'est la planification des infrastructures. Ça a été évoqué plus tôt, c'est un peu au centre de la réduction des gaz à effet de serre d'une part, mais aussi de la performance du geste de tri qui est fait par chacun d'entre nous. La première action est de construire un centre de biométhanisation et un centre de compostage. On parle aujourd'hui de déployer la collecte des matières organiques. C'est certain qu'il faut avoir des filières pour les traiter sur place ou à proximité pour limiter les kilomètres parcourus. Ces contrats ont été octroyés avec des mises en service qui sont prévues pour le centre de compostage en 2021, pour le centre de biométhanisation en 2022. La deuxième action complémentaire, c'est de suivre et d'optimiser les opérations du nouveau centre de tri de matières recyclables qui a été inauguré récemment et avec lequel on a beaucoup d'espoir, heureusement. Et donc, c'est sûr que ça doit s'accompagner d'une gestion quotidienne de suivi de la performance. La troisième action est d'entamer la planification d'un deuxième centre de tri de matières recyclables dans l'est de l'île. Aujourd'hui, le centre de tri est localisé dans l'ouest de l'île et va desservir un peu plus de la moitié du territoire. L'autre moitié reste encore gérée via un contrat de service et sans infrastructure dédiée. Le dernier est de compléter la couverture du territoire par les écocentres, qui est un excellent levier de détournement des résidus de construction, des rénovations et démolitions. La mise en exploitation de l'écocentre Dixon, qui est déjà en planification depuis quelques temps, est planifiée à l'intérieur de ce plan, et l'évaluation des besoins des futurs autres écocentres également. Ici, ça reprend un petit peu la planification qui a été présentée par Madame Patro un peu plus tôt, donc je pense que je n'ai pas besoin de repasser au travers. Voilà, cela fait le point sur la présentation. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Boudka. Nous allons maintenant prendre une dizaine de minutes de pause. Si les personnes qui ne sont pas déjà inscrites et qui, suite à cette présentation, ont des questions, je vous invite à aller vous inscrire durant cette pause pour ensuite poser vos questions ou émettre quelques premiers commentaires. Alors, nous allons revenir donc vers 8 heures pour reprendre la séance. Merci. It wasn't for you, it was to give it to me tonight. Oh, I know, Yeah. but I would have probably gobbled it down before you. Ah, quoi de... Oh my God.